1 heure, on ne va pas vous prendre trop de temps. Voilà, donc je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je pense peut-être dire en préambule qu'effectivement, je crois que c'est un sujet important pour la gauche et malheureusement un sujet sur lequel la gauche fait peu de propositions. C'est-à-dire que la gauche est très souvent sur ce sujet dans une posture de critique des politiques gouvernementales, dans une posture parfois d'indignation, euh, mais on regarde que lorsque la gauche arrive au pouvoir, en réalité, les politiques d'asile et d'immigration qu'elle mène sont généralement relativement alignées sur celles des gouvernements de droite, simplement parce qu'en réalité, les politiques d'asile et d'immigration aujourd'hui ne sont plus vraiment des politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de gestion strictement managériale de l'affaire, où il s'agit surtout de ne pas faire dévier les chiffres du gouvernement précédent, et donc de rester globalement sur le même nombre d'entrées, de rester globalement sur le même nombre d'expulsions, etc. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel la gauche se fait volontiers piéger, parce que l'agenda politique et médiatique sur la question, par contre, a depuis longtemps été capturé par l'extrême droite. Et donc, la gauche est dans une posture toujours strictement réactive par rapport à toute une série d'outrances, de mensonges qui sont proférés sur les plateaux de télévision ou dans le débat public. Mais par contre, la gauche a une très faible capacité de proposition sur ce sujet et donc se retrouve un peu coincée dans un débat dont elle ne parvient plus à cadrer les termes. Et je dirais même un débat dont elle ne parvient plus à cadrer les termes depuis cette malheureuse phrase de Laurent Fabius en 84 qui dit que le Front National apporte de mauvaises réponses mais pose les bonnes questions. Dès l'instant où on dit ça, ça veut dire qu'on accepte que le débat soit cadré par l'extrême droite, on accepte que ce soit l'extrême droite qui pose les questions et la gauche comme la droite républicaine qui sont contentes d'apporter les réponses. Moi, je suis très frappé, par exemple, en tant que chercheur, de voir que je suis quasiment exclusivement sollicité dans le débat public pour contrer des mensonges ou pour contrer des présupposés et des préjugés qui sont diffusés par l'extrême droite. C'est-à-dire que les gens ne sont même plus vraiment intéressés à la compréhension des dynamiques migratoires ou de ce qui se passe. Les gens veulent simplement une voix de chercheur pour contrer un mensonge de l'extrême droite. Et donc, quasiment toutes mes interventions dans le débat public sont en réalité motivées par l'extrême droite. Je suis sollicité uniquement lorsque l'extrême droite profère telle ou telle outrance sur l'immigration et qu'il faut, entre guillemets, faire venir la voix d'un professeur dans le débat public pour contrer ça. Et évidemment, il n'y a aucune chance de contrer ça avec des faits et des chiffres, et c'est l'erreur que les chercheurs, moi compris, ont longtemps faite, c'est-à-dire d'imaginer que le fait d'amener des chiffres et des faits dans le débat public allait pouvoir rationaliser davantage le débat et allait pouvoir en quelque sorte tordre le cou à une série de mensonges et de préjugés. Le problème, c'est qu'on est passé depuis longtemps sur ce sujet à un discours qui soit, je dirais, largement irrationnel, qui soit fondé avant tout sur des perceptions, sur des sentiments, et pas du tout sur des faits et sur des chiffres. Et donc, lorsque vous amenez des faits et des chiffres dans le débat public, vous allez souvent donner l'impression d'être complètement en décalage avec le ressenti, avec le vécu des gens. Ce qui, dans certaines mesures, est une réalité. C'est-à-dire que si vous dites qu'en France, il y a X% d'immigrés ou d'étrangers et que vous adressez à quelqu'un qui habite en Seine-Saint-Denis, cette personne va vous dire « ben non, je vois bien qu'autour de moi, la situation est différente. » Et quelque part, le type qui habite en Seine-Saint-Denis se fiche de savoir combien il y a d'étrangers, qu'il y a beaucoup moins d'étrangers dans le Lot-et-Garonne, parce que pour lui, c'est évidemment sa réalité qui va compter, a fortiori, lorsque, comme Laurent Geoffrin l'a rappelé, lorsque les enfants et petits-enfants d'immigrés qui, eux, sont français, vont être assimilés à des immigrés. Je suis frappé, par exemple, de la prévalence de ce terme d'immigré de seconde ou de troisième génération dans le débat public, alors que c'est un terme qui ne veut plus rien dire. Enfin, qui n'a jamais rien voulu dire, d'ailleurs, qui simplement vise en quelque sorte assimiler à des immigrés ou à des étrangers des gens qui sont français.
Comme on m'a demandé de parler de la question de l'articulation du climat avec les migrations, ce sont effectivement deux sujets sur lesquels je travaille. Je voudrais euh, dire quelques mots de la manière dont cette question des migrations ou des réfugiés climatiques me paraît très mal cadrée et quelque part un peu révélatrice de la manière dont le débat sur les migrations en général est cadré. On a volontiers dans le débat public cette idée que les migrations liées au changement climatique seraient une sorte de phénomène nouveau, amené par le changement climatique, qui conduirait à des migrations absolument massives et qu'il faudrait donc éviter à tout prix. Dans le débat public, on a toujours, et le débat public reste scandé et structuré par ces idées que d'ici 2050 ou d'ici 2100, le changement climatique va provoquer des centaines de millions de déplacés. Il y a trois problèmes, je dirais, avec la manière dont le débat sur le sujet est cadré. Le premier problème, c'est qu'il fait apparaître l'émigration liée au changement climatique comme un phénomène futur que l'on parviendrait encore à éviter si nous parvenions à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut réaliser, c'est que, bien entendu, il importe de réduire davantage nos émissions de gaz à effet de serre, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ces migrations sont déjà à l'œuvre aujourd'hui. Et que donc, on ne parle pas du tout d'un phénomène futur qu'on pourrait encore éviter, on parle d'une réalité actuelle par rapport à laquelle il faut développer des réponses politiques et des mécanismes de gestion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Pour beaucoup de gens, cette idée de réfugiés climatiques ou de migrants climatiques, c'est quelque chose qui se produirait uniquement dans le futur. La réalité, c'est que l'an dernier, en 2020, 30 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles, dont la toute grande majorité était imputable à des facteurs hydroclimatiques. 30 millions de personnes, c'est 3 fois plus que le nombre de personnes qui ont été déplacées par des conflits et par des violences. Et chaque année, on est sur ce même rapport. Chaque année, il y a entre 2 et 3 fois plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes naturelles que de personnes qui sont déplacées par des conflits et par des violences. Et donc, on est face à une réalité présente et on n'a malheureusement que le chiffre de personnes déplacées par des catastrophes, donc par des événements brutaux. Ce qu'on n'a pas, c'est le nombre de personnes qui sont déplacées par des événements plus progressifs et plus lents, comme la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le débat public fait apparaître ces migrations comme étant une sorte de catégorie distincte des flux migratoires traditionnels. Comme si, en quelque sorte, il y avait d'un côté des réfugiés politiques, de l'autre des migrants économiques, et que le changement climatique ferait apparaître une troisième et nouvelle catégorie de migrants climatiques. La réalité, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça sur le terrain. Et quelque part, depuis, je dirais, facilement une vingtaine d'années, la recherche avait mis en évidence que ces catégories existantes de réfugiés politiques et de migrants économiques ne tenaient plus la route sur le terrain. Elles ont été considérablement renforcées à l'occasion de la crise des réfugiés de 2014-2015, où on a ressorti massivement cette dichotomie dans le débat public comme une manière de faire accepter aux opinions publiques qu'il fallait accepter les réfugiés politiques qui étaient protégés par la Convention de Genève, mais qu'il fallait par contre se montrer intraitable avec les migrants économiques. Le problème de ces catégories, c'est qu'elles correspondent à des flux migratoires qui ont pu exister dans les années 50 ou 60, mais qui ne correspondent plus du tout aux flux migratoires d'aujourd'hui. Dans les années 50 ou 60, on pouvait encore imaginer que les gens migraient de A à B pour une raison particulière, parce qu'ils étaient déplacés par une guerre ou parce qu'ils venaient chercher du travail dans les mines ou dans les usines métallurgiques européennes. Aujourd'hui, on a des flux migratoires qui sont de plus en plus étalés dans le temps, étalés dans l'espace, et dont les motifs se mêlent les uns aux autres. En d'autres termes, les gens ne migrent plus de A vers B, mais passent par C, D et E, font des allers-retours entre F et G, font des digressions vers H, des détours par J ou par K, avant d'arriver à B.
ce sont des flux qui s'étalent sur plusieurs mois ou plusieurs années et qui souvent n'ont pas de destination précise en tête. C'est-à-dire que même ceux qui arrivent en Europe, souvent, ne partaient pas toujours avec l'Europe en tête. Parfois, ils se sont simplement retrouvés en Libye du fait des passeurs, et l'Europe s'est retrouvée leur seule porte de sortie, simplement parce que la Libye est aujourd'hui devenue un enfer à ciel ouvert pour les migrants et pour les réfugiés. Et donc, on va très souvent avoir des motifs politiques et des motifs économiques qui vont se mêler les uns aux autres. Et donc, cette dichotomie entre réfugiés politiques et migrants économiques, aujourd'hui, elle sert bien davantage à justifier les politiques d'asile et d'immigration qui sont en place dans les pays européens qu'à décrire une réalité empirique. A fortiori, que nous avons ajouté à cette catégorisation depuis la crise des réfugiés une valeur normative pour caricaturer les choses. Les réfugiés politiques, ce sont les gentils qu'il faut accueillir. Les migrants économiques, ce sont les méchants qu'on peut renvoyer chez eux comme on renverrait une marchandise à l'expéditeur. Et on a donc volontiers l'idée que le changement climatique va créer une troisième catégorie, une catégorie nouvelle. C'est une vue de l'esprit. Et j'ajouterais même, c'est une vue de l'esprit typiquement occidentale. C'est une vision très occidentale des choses que d'imaginer, par exemple, que les questions environnementales ne sont pas directement liées aux questions économiques. Simplement parce que pour vous et moi, vraisemblablement, sauf si l'un d'entre vous est gestionnaire d'une station de sport d'hiver ou tient un restaurant en bord de plage, l'argent dont vous disposez sur votre compte en banque à la fin du mois ne dépend pas du tout de la météo qu'il a fait au cours du mois écoulé. Or, pour la plupart des gens sur cette planète, leurs ressources économiques sont intrinsèquement dépendantes de l'état de l'environnement. En Afrique subsaharienne, par exemple, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, ce qui veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude, ou dès qu'il pleut un peu moins que d'habitude, eh bien, ces gens perdent leur principale source de revenus et sont donc contraints d'aller chercher d'autres sources de revenus. Et pour beaucoup, la migration est une manière de trouver un revenu complémentaire. Et donc, on voit très bien comme les facteurs économiques et environnementaux sont entrelacés les uns dans les autres. De la même manière, toujours en Afrique subsaharienne, un très grand nombre de conflits, notamment de conflits civils, sont directement liés à la question de la compétition pour les ressources et la compétition pour la terre en particulier. Il y a aujourd'hui une guerre civile dont personne ne parle et qui ravage le Nigeria. Cette guerre civile, elle est directement liée à la compétition pour les terres. C'est très clairement un exemple typique de conflit entre des bergers pastoralistes qui ont dû modifier leur route de transhumance à la suite du changement climatique et des fermiers sédentaires qui vont essayer de protéger leurs terres des velléités d'accaparement des bergers pastoralistes. Et donc, on a, là encore, une imbrication très profonde de facteurs politiques et environnementaux. Et on a toujours tendance à voir ça comme une sorte de catégorie particulière, comme si l'environnement n'avait rien à voir avec l'économie ou avec la politique. Il faut absolument se prémunir de cela. Dernier point, pour conclure, lorsqu'on parle des migrations climatiques, on en parle toujours avec un vocable et un imaginaire de crise. C'est-à-dire qu'on se fait peur en se disant que la prochaine crise migratoire se fera forcément climatique. C'est un argument qui a été beaucoup utilisé par les militants du climat pour convaincre les pays industrialisés qu'il était dans leur intérêt de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Au risque d'avoir une vue très, très cynique des choses ici, l'inégalité géographique du changement climatique, qui fait que les pays qui subiront le plus durement les impacts du changement climatique ne sont pas ceux qui sont responsables du problème et qu'à l'inverse, ceux qui sont responsables du problème seront proportionnellement moins touchés que les autres, fait qu'en réalité, il n'y a pas d'incitant direct pour les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisque ce ne sont pas eux qui seront les principales victimes. Et donc, les militants climat ont beaucoup cherché à essayer de montrer au gouvernement des pays industrialisés qu'il serait malgré tout
dans leur intérêt de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment en jouant sur des peurs liées aux migrations ou sur des peurs liées au conflit. Et donc, on a dit, si vous ne réduisez pas vos émissions, le changement climatique va produire X millions de réfugiés qui viendront frapper à votre porte ou va produire X conflits supplémentaires pour lesquels vous devrez intervenir et envoyer des militaires en Afrique ou en Asie. Manière d'essayer de convaincre les États qu'il était dans leur intérêt, malgré tout, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'intention est évidemment louable, mais le problème, c'est que ce faisant, on va agiter auprès des gouvernements et des opinions publiques l'idée d'une nouvelle crise migratoire à venir est quasiment inéluctable. Or, le problème, c'est que cet imaginaire de crise pousse naturellement au renforcement des frontières. Lorsque les gens ont le sentiment d'être en crise, ils sont plus rassurés lorsque les frontières sont fermées. C'est vrai dans le cas d'une crise sanitaire comme celle du coronavirus, c'est vrai dans le cas d'une crise économique où on va penser que le protectionnisme est une option, c'est vrai évidemment dans le cas d'une crise terroriste où on va fermer les frontières pour empêcher d'éventuels terroristes d'entrer. C'est logique et c'est humain. Et donc, a fortiori, si on donne aux gens l'idée qu'on est face à une nouvelle crise migratoire, les gens vont soutenir un agenda de fermeture des frontières pour se prémunir de ce qu'ils voient comme une crise. Or, le problème, c'est que, en matière de migration en tout cas, le problème, c'est que c'est la fermeture des frontières qui va engendrer la crise humanitaire. Si on a aujourd'hui ces situations de détresse absolue en Méditerranée, si on a aujourd'hui ces embarcations qui chavirent, si on a ces camps de réfugiés aux frontières de l'Europe où les conditions sont absolument abominables, c'est parce que nous fermons les frontières. Et donc, plus on va fermer les frontières, plus on va accroître ce scénario de crise migratoire. Et évidemment, l'extrême droite a tout intérêt à jouer sur ce scénario de crise migratoire avec des images qui vont, à juste titre, choquer et heurter les gens, parce que c'est cette crise migratoire qui va pousser un agenda de fermeture des frontières. Et donc, on va se retrouver dans un cercle infernal dont on ne parvient plus guère à sortir aujourd'hui. D'où la nécessité, je crois, de prendre garde à la rhétorique qui est souvent déployée autour des migrations climatiques, qui est en réalité souvent une rhétorique assez xénophobe, qui va jouer sur la peur de l'étranger et la peur de l'immigration, dans le but de viser autre chose, c'est-à-dire une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous savons tous que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Voilà, et je vais m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter. Merci pour votre écoute. Marc, je crois que... Ou Laurent, Non, je vais juste remercier notre ami François et vous donner la parole si vous avez des questions. J'en aurai moi-même, mais plus tard. Marc, tu en avais une sur le chat. Merci Mathieu. Mes deux questions, mes deux réticences par rapport aux propos de François, dont l'objectivité est incontournable, mais me paraît incomplète, je les ai exprimées effectivement sur le chat, dans la mise en route, dans l'accentuation des mouvements migratoires subsahéliens, mais aussi en Amérique latine ou même en Asie du Sud-Est. C'est incontestablement lié au fait que la transition démographique de ces pays s'étale sur une durée plus longue que ce qui avait été envisagé d'abord et principalement par des motivations liées à la prégnance des intégrismes religieux, y compris parachutés, c'est clair, en Amérique, mais aussi en Afrique, par nos conceptions occidentales. Et puis, dire que la crise migratoire, c'est la Libye, la Méditerranée, c'est oublier ce que François a aussi décrit sur le 9-3 et quelques autres secteurs, où par la façon dont nous gérons l'accueil, ce sont toujours les mêmes qui supportent ce poids de l'accueil par une concurrence sur un emploi dérégulé, par le ghetto en matière de logement et
la ghettoisation de l'école. Donc, on peut entendre qu'il faudrait renverser le modèle, ouvrir les frontières pour qu'il n'y ait plus de crise migratoire. C'était un peu le dernier propos de François, sauf à ce qu'ils nous disent comment on fait pour que ce qu'il appelle crise migratoire ne devienne pas explosive dans les banlieues suédoises, danoises, françaises, que les pays qui étaient dans une culture la plus généreuse et la plus ouverte en 15 ans, et notre base sociale populaire dans ces régions est basculée dans les comportements les plus fermés, devrait quand même nous amener à rééquilibrer ou à compléter le propos de François. Excusez pour ma voix qui est toujours atteinte par les séquelles d'une méchante maladie. Merci. Est-ce que vous voulez que je réponde directement ou est-ce que vous voulez prendre davantage de questions? Vous voulez Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Antoine Roll qui souhaite Alors, prendre la allons-y. parole. Alors, excusez-moi, hein, je suis assez loin, donc si je suis coupé, je vais essayer de faire en sorte de couper ma vidéo. Alors, bonjour Monsieur Gémen. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour toutes vos actions. J'ai lu votre livre « On a tous un ami noir » qui est arrivé à point nommé après le livre apocalyptique de Stephen Smith, « La ruée vers l'Europe ». J'ai aussi pu visionner vos interventions lors de la récente commission d'enquête sur l'immigration qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale. Ah oui. Aussi vos petites vidéos très synthétiques intéressantes sur la question des réfugiés climatiques sur le site migrationenquestion.fr, donc qui tâche de répondre en 2-3 minutes à plein d'interrogations de nos concitoyens sur un contexte, disons-le, peu alarmant. Donc je vais passer à mes questions, donc j'en ai deux. Certaines sont compliquées, j'espère que vous ne répondrez pas à côté. Donc la première, alors il y a une gauche qui aujourd'hui pense sérieusement que pour récupérer le vote populaire, il faut rassurer ces populations, notamment en luttant de manière très active contre l'immigration. Donc, une gauche qui pense qu'il n'y a pas d'autre politique responsable possible. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette gauche et qu'est-ce que vous pensez de cette manière de réfléchir? Et la deuxième portera sur les réfugiés climatiques. Alors, j'ai vu que vous avez répondu d'un certain point de vue sur une sorte de notion des réfugiés climatiques qui est portée plutôt par la droite. Donc, je voudrais porter finalement mon attention sur celle qui vient plutôt de la gauche. Donc, François Héran dit que pour les migrations forcées, 80% des populations restent en périphérie de leur zone de départ. Donc, les réfugiés climatiques, c'est une part des migrations forcées. Il me semble que ceux qui théorisent la notion de réfugiés climatiques ont un peu un biais culturel. Ils réfléchissent un peu de manière européocentrée. Moi, je suis de l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de difficultés à trouver du travail sur l'île. Et donc, il y a de nombreux jeunes qui viennent en métropole. Beaucoup vont revenir après quelques années. Mais la grande majorité de la population ne bougera pas ou peu, même s'il y a une catastrophe climatique. Car pour eux, ce qui est aussi une catastrophe climatique, c'est de se retrouver en hiver en Corrèze à -10, quand les températures à La Réunion aussi entre 20 et 30. Donc ma question, en faisant la promotion de la notion de réfugiés climatiques, est-ce qu'on ne risque pas de donner corps à un concept cosmétique qui s'acclimate bien avec l'environnementalisme bon chic, bon genre en vogue dans nos pays et qui aboutira à donner quelques titres de séjour pour se donner bonne conscience alors qu'on resserrera les vis de toutes les catégories, donc de contribuer in fine à diluer encore plus la notion de droit d'asile, le phénomène migratoire qu'on ne supporte de plus voir. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer de... Ça me fait plaisir d'abord de voir qu'il y a quand même des gens qui regardent ces vidéos des auditions à l'Assemblée nationale. Je vais essayer de traiter les questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Sur la question démographique et sur la question de l'origine des mouvements en provenance d'Afrique subsaharienne. Je crois d'abord très important de rappeler que la très grande majorité de ces mouvements, y compris des migrations internationales, sont des mouvements régionaux. C'est-à-dire que la première destination des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, c'est un autre pays de leur région.
L'Europe, par exemple, ne constitue la destination que de 14% des migrants en provenance d'Afrique subsahélienne. Et pourquoi est-ce que si peu de migrants africains viennent en Europe? Parce que ça représente un investissement considérable et que très souvent, pour ceux qui veulent mobiliser la migration comme une ressource, eh bien, la destination immédiate, c'est la ville d'à côté, voire le pays voisin si on est un peu plus riche. Mais soyons clairs, la migration vers l'Europe représente un luxe qui est inaccessible à la plupart des migrants, en tout cas d'Afrique subsaharienne. C'est la raison pour laquelle les migrants qui arrivent en Europe en provenance d'Afrique ne proviennent que très rarement des pays les plus pauvres d'Afrique, mais proviennent souvent des pays qui sont davantage avancés sur l'échelle de développement et aussi, donc logiquement, sur l'échelle de la transition démographique. C'est comme ça que on a des migrants du Sénégal, de Guinée et de Côte d'Ivoire. On a très, très peu de migrants en provenance de républiques centrafricaines ou de Sierra Leone, simplement parce que le revenu moyen dans ces pays ne permet pas du tout d'envisager la migration comme un investissement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'il faut garder en tête, c'est l'idée d'une migration comme un investissement. D'où parfois ce fourvoiement d'une partie de la gauche qui s'imagine que la solution pour réduire les migrations internationales, ça va être d'augmenter l'aide au développement et de permettre aux pays africains de progresser dans l'échelle du développement. C'est évidemment un objectif louable en soi que de permettre aux pays africains de progresser sur l'échelle du développement. Mais si on s'imagine que ça va réduire les migrations, malheureusement, on se tire une balle dans le pied parce que ce qu'on constate, c'est que plus un pays va progresser sur l'échelle du développement et donc aussi dans sa transition démographique, plus il va envoyer de migrants à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment important à prendre en compte, c'est la corrélation entre le taux d'émigration et le niveau de développement. Avec le risque, évidemment, que si on lit trop les agendas de développement et les agendas de migration, on risque aussi de tuer dans l'œuf les idées d'aide au développement. On va dire, on va arrêter de donner de l'aide au développement parce que ça n'a pas d'effet sur les migrations. Et donc, quelque part, on se tire une balle dans son propre pied avec cet argument. Donc, je ferai très, très attention à la tendance aujourd'hui qui consiste souvent à lier les deux et qui participe malheureusement d'une très mauvaise compréhension du lien entre développement et migration. Sur la question de la répartition, et c'est Mark Wolf qui a souligné ce point, sur la question de la répartition sur le territoire des migrants, ça c'est évidemment une réalité. Je dirais une caractéristique très française, c'est l'extraordinaire concentration des populations étrangères dans quelques régions. Et donc, paradoxalement, la France a plutôt moins d'étrangers ou d'immigrés que d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Angleterre, mais par contre, a souvent le sentiment d'en avoir davantage parce que ces immigrés sont concentrés dans quelques régions, dans quelques quartiers, dans quelques départements qu'on connaît tous bien, essentiellement en Île-de-France et dans la région PACA. Ce qui, effectivement, peut donner aux classes populaires un sentiment parfois un peu d'exaspération, le sentiment d'être les seuls, en quelque sorte, à quelque part supporter la charge de l'immigration avec cet argument récurrent, si les bourgeois des beaux quartiers veulent tellement de l'immigration, ils n'ont qu'à les prendre dans leur salon. Ça, c'est une réalité très française. Et je dirais qu'on a fait tellement en France pour décourager l'intégration des gens. En d'autres termes, on a tellement peu investi dans des politiques d'intégration que quelque part, on va se retrouver avec effectivement parfois certains quartiers ghettos, certaines écoles ghettos. C'est une réalité de la perception et singulièrement de la perception des classes populaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je le disais, des arguments chiffrés et factuels souvent n'ont que peu de poids par rapport à ce qui est une autre réalité, la réalité du ressenti et la réalité du vécu des gens. Par contre, je dirais sur la question de l'argument des frontières, il faut aussi se méfier de l'idée
selon laquelle les frontières seraient des instruments efficaces de régulation des migrations. Et ça participe d'une certaine forme de sens commun aussi. On se dit, ben, si on ouvre les frontières, les gens vont venir. Si on ferme les frontières, les gens vont arriver de venir. Sauf que malheureusement, là encore, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du tout le degré d'ouverture d'une frontière qui va déterminer les flux migratoires que va recevoir tel ou tel pays. En d'autres termes, les gens ne vont pas prendre la décision de migrer parce qu'une frontière est ouverte ou ne vont pas renoncer à leur décision de migrer parce qu'une frontière est fermée. Et donc, les gens vont avoir tendance à vouloir franchir cette frontière coûte que coûte, qu'elle soit ouverte ou fermée. Ce que le degré d'ouverture de la frontière va simplement transformer, ce sont les conditions de la migration et l'argent que les gens vont devoir payer aux passeurs. Si on regarde par exemple la situation dans le nord de la France, et Dieu sait que les Calaisiens sont aussi exaspérés par les migrants qui se massent dans leur ville, pourquoi est-ce que ces gens se massent à Calais et sur la côte nord du littoral français? Parce qu'ils veulent évidemment franchir la Manche vers l'Angleterre. C'est une des frontières les plus surveillées et les plus gardées du monde. Mais tant qu'il y a des gens qui parviendront à franchir cette frontière, eh bien, d'autres se diront qu'ils ont eux aussi la chance, la possibilité de la franchir à leur tour. Et donc, on a des gens qui sont prêts à risquer leur vie, à tenter 10 fois, 100 fois, 1000 fois la traversée, jusqu'à y arriver. Et j'ai envie de dire, tant que l'Angleterre restera à 30 km des côtes françaises, eh bien, il y aura des gens dans le Calaisis qui chercheront à franchir cette frontière. Un contre-exemple qui est souvent donné à tort, c'est la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières allemandes, ou plutôt de ne plus renvoyer dans le premier pays européen traversé les migrants qui arrivaient. Il faut bien se rendre compte que la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières, elle fait suite à l'afflux massif de réfugiés en Allemagne. Ce n'est pas du tout la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières qui va créer l'afflux vers l'Allemagne. La décision politique suit le mouvement migratoire. Idem dans l'accord avec la Turquie, la décision de la fermeture des Balkans, de la route des Balkans, fait suite au tarissement du flux migratoire sur cette route. Et donc souvent, on comprend très mal la temporalité des flux migratoires et de la décision politique. D'où l'importance, je crois, de sortir absolument de cette idée qui voudrait, et je crois qu'il y a un peu de vanité politique derrière cela, qui voudrait penser qu'avec nos frontières, nous avons l'instrument de régulation ultime des migrations. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que les frontières transforment, par contre, ce sont les conditions dans lesquelles les migrants vont migrer et comme je le disais, l'influence que les passeurs vont avoir sur les flux migratoires. Je passe maintenant aux questions d'Antoine Roll, avec notamment sa première question sur la tentation de certains partis ou candidats de gauche maintenant, je dirais, de courir derrière l'extrême droite et de flatter les plus bas instincts de l'électorat dans l'espoir de récupérer des classes populaires. Je pense, d'une part, qu'il y a une certaine indignité à faire cela, et je pense surtout que cela ne marchera pas. C'est-à-dire cette idée soit de courir derrière l'extrême droite, mais soit d'essayer de diviser les gens et de décrire l'immigration comme une sorte de menace contre laquelle il faudrait lutter, ne marchera pas. Je pense qu'on aurait bien davantage en termes de politique de gauche par rapport à cet électorat populaire à reconnaître d'une part la réalité, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, c'est sur eux essentiellement que porte le poids de l'accueil et de l'intégration, et que quelque part, ce sont souvent des sujets et des quartiers qui ont été abandonnés par la gauche en termes d'investissement public ou en termes d'intégration. Et je pense qu'il est essentiel par rapport à ces classes populaires, je dirais, pas seulement de faire émerger un autre narratif, c'est évidemment important et c'est essentiel dans la communication politique, mais de montrer qu'on va investir dans l'intégration sur ces sujets, c'est-à-dire dans l'intégration à la fois en termes scolaires, mais aussi en termes de marché du travail. Je ne pense pas, contrairement à une idée qui est souvent véhiculée, notamment sur les plateaux de télévision,
que l'opinion publique française soit fondamentalement xénophobe ou que le français soit fondamentalement raciste ou opposé aux étrangers. Simplement, c'est une question qui le préoccupe, c'est une question qui le tracasse, et malheureusement, l'essentiel des messages et des images qui vont lui être envoyés autour de ça vont être des messages, des images qui vont le tracasser encore davantage et qui vont faire monter son anxiété. Et donc, comme on va faire monter son anxiété, on va faire monter aussi un sentiment de rejet motivé par la peur. Et je pense qu'il est essentiel, en termes de narratif, que l'on fasse monter davantage un narratif qui montre que c'est possible et qui montre qu'il est possible de faire des choses, y compris dans des quartiers avec une très grande diversité ethnique, et que l'immigration, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas du tout hors de contrôle en France, mais qu'elle est simplement très, très mal gérée, et que on va souvent se trouver avec des pouvoirs publics qui vont désinvestir dans l'accueil et dans l'intégration, dans l'espoir, je dirais, soit, s'ils sont cyniques, de montrer l'immigration comme un problème, soit parce qu'ils sont convaincus, sincèrement, de cette logique de l'appel d'air, c'est-à-dire cette idée qui ne repose sur rien, cette idée que les gens se décideraient à migrer dans l'espoir de pouvoir toucher quelques allocations sociales, ce qui, dans la réalité des faits, n'est absolument pas démontré. Et ça, c'est à mon avis une grande victoire de l'extrême droite, d'avoir réussi à imposer un peu de la gauche à la droite de la classe politique cette idée d'appel d'air, qui est une théorie fumeuse, qui ne repose sur rien, mais qui par contre va fonder un grand nombre de politiques publiques qui vont désinvestir dans l'accueil et qui vont avoir l'impression que si on accueille trop bien, eh bien, davantage de gens vont venir. En réalité, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Sur la question des réfugiés climatiques et du statut, effectivement, moi, je ne suis pas non plus du tout favorable à la création d'un statut de réfugié climatique qui serait effectivement souvent, pour les pays industrialisés, une manière de se donner bonne conscience et de se faire un peu de publicité en donnant quelques titres de séjour à quelques cas emblématiques et très médiatisés, et qui, quelque part, serait l'arbre qui cacherait la forêt de restrictions toujours plus grandes en matière d'asile et d'immigration. Mais contrairement à ce qu'on imagine souvent, les pays du Sud ne sont pas du tout demandeurs d'un tel statut de réfugié climatique. Ils ne le sont pas, pour certains, parce qu'ils voient très bien que ce serait une stratégie des pays industrialisés pour se débarrasser du problème et s'en laver les mains. Ils savent bien que 86% des réfugiés politiques encadrés par la Convention de Genève sont accueillis dans des pays du Sud. Et donc, pour beaucoup, un statut de réfugié climatique, sachant, comme vous l'avez rappelé, qu'ils vont généralement chercher refuge très, très proche de leur lieu d'origine, de leur lieu d'habitat d'origine, pour beaucoup de pays du Sud, ce statut de réfugié climatique, ça serait une obligation supplémentaire que les pays du Nord voudraient imposer aux pays du Sud. D'autres y sont hostiles parce qu'ils ont, à juste titre, une très mauvaise image des pays producteurs de réfugiés. Pour eux, les pays producteurs de réfugiés, ce sont des pays comme la Syrie, la Libye ou l'Afghanistan, c'est-à-dire des pays dont les gouvernements persécutent parfois leur propre population. Et ils disent, c'est notamment un argument très fort dans le cas du Bangladesh, ils disent on n'est pas du tout dans la même situation. Nous cherchons au contraire à apporter un maximum d'aide et d'assistance possible à notre population. On n'est pas du tout dans une logique où l'on persécuterait notre population et donc on ne veut pas du tout être assimilé à des pays qui persécutent notre propre population. Et puis enfin, troisième type d'opposition qui vient notamment des petits États insulaires, pour qui ce statut de réfugié climatique serait une sorte de capitulation en rase campagne et qui disent en réalité, on ne veut pas du tout de ce statut parce que ça voudrait dire qu'on a déjà acté le fait que nos territoires seraient demain engloutis. Ce qu'on veut, c'est qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre, qu'on développe des stratégies d'adaptation qui nous permettent de rester et pas un statut qui nous permette de partir. Et donc, en réalité, ce statut de réfugié climatique, soyons clairs, parmi tous les gens qui travaillent sur le sujet, y compris dans les organisations internationales, ils savent bien que c'est un débat mort-né. Mais c'est une idée qui continue à être, je dirais, un peu circulée dans le débat public, souvent par la gauche et souvent sous des dehors généreux,
je pense qu'en réalité, c'est une très mauvaise idée et que cette idée sert surtout à faire la publicité des avocats et des juristes qui élaborent le concept en France et en Europe qu'à aider véritablement ceux qui pourraient bénéficier de ce statut. Merci. J'aurais une petite question. Est-ce que vous avez idée dans le monde actuellement d'une politique qui serait en valeur avec en accord avec les valeurs de la gauche sur ce problème migratoire? Est-ce que ça existe? Et je sous-entends que est-ce que finalement la France aujourd'hui ne reste quand même toujours pas un peu dans ce modèle par rapport à beaucoup d'autres pays? Donc moi j'habite en campagne. Et on s'aperçoit que finalement, quand les étrangers issus de l'immigration, notamment les Syriens, quand ils sont accueillis et intégrés dans les campagnes, ça se passe super bien. Mmh. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait des exemples sur lesquels on pourrait se baser et si finalement on ne pourrait pas prendre notre propre exemple et appuyer dessus. Voilà, c'était ma question. Alors, c'est difficile de répondre à ces questions parce que si je devais donner un pays qui soit le plus en accord avec ce qu'on appelle une politique d'asile et d'immigration de gauche, je citerais sans doute la Nouvelle-Zélande. La difficulté, c'est que la situation géographique de la Nouvelle-Zélande n'est pas du tout comparable à la France et que j'ai envie de dire, vous pouvez beaucoup plus facilement, entre guillemets, vous permettre une politique d'accueil et de générosité lorsque vous êtes un tout petit pays de 4 millions d'habitants, que vous cherchez désespérément à vous peupler et accueillir des habitants. La Nouvelle-Zélande est un des rares pays du monde qui soit encore en phase de peuplement. Et lorsque la possibilité d'atteindre vos côtes par la mer est pratiquement extrêmement limitée en raison de votre isolement géographique. Et donc, c'est tout le problème de chercher une sorte de pays modèle. On va souvent citer la Nouvelle-Zélande ou parfois le Canada, même si le Canada a une approche beaucoup plus utilitariste des migrations que la Nouvelle-Zélande, mais ils ne sont évidemment pas dans des situations géographiques comparables et ils ne sont pas non plus dans des situations démographiques comparables. Cela étant, ce sont malgré tout deux pays qui, je dirais, ont parfaitement intégré l'idée qu'il était dans leur intérêt d'essayer de maximiser les bénéfices de l'immigration et d'essayer d'organiser l'immigration. Un gros problème qu'on a en France et plus largement en Europe, c'est qu'on reste pétri de l'idée qu'il serait possible de résister aux migrations plutôt que de les organiser. Et on reste pétri de l'idée qu'il serait possible de résister aux migrations parce qu'on a volontiers tendance à considérer que les migrations sont une sorte d'anomalie politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pleinement intégré le caractère structurel des migrations et qu'on le voit, et c'est ici vrai à gauche comme à droite, on le voit comme une sorte de problème conjoncturel à régler, voire même comme une crise à résoudre lorsque les chiffres sont plus importants que la moyenne, mais on reste, je dirais, piégé dans ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité, c'est-à-dire l'idée que dans un monde idéal, eh bien, chacun resterait chez soi et que personne n'aurait besoin d'aller chercher asile ou une vie meilleure dans un autre pays. Et je dirais que, de ce fait, la migration reste considérée comme une anomalie politique et c'est ça qui empêche véritablement de penser une manière d'organiser les migrations. Et donc, on cherche juste à y résister. Ce qu'ont fait, je dirais, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui peut servir de modèle, c'est avoir eu cette sorte de révolution culturelle, en quelque sorte, qui se dit les migrations sont là, vont continuer à exister, et j'ai envie de dire qu'importe qu'on soit favorable ou défavorable aux migrations, on va considérer qu'il est dans l'intérêt de tous d'essayer de les organiser au mieux pour essayer d'en maximiser les bénéfices. J'ai souvenir, une anecdote que je raconte souvent, c'est que lorsque j'étais lycéen, j'ai vu avec mes camarades arriver Internet dans nos salles de classe. Et on était tous, évidemment, nous qui avions 15 ou 16 ans, nous étions tous très excités de l'arrivée d'Internet et on sentait bien qu'Internet allait changer un très grand nombre de choses. Nos professeurs, eux, étaient plus inquiets et plus réticents,
sans doute parce qu'ils sentaient aussi qu'Internet allait révolutionner un certain nombre de choses, y compris la manière d'enseigner. Et je me souviens qu'on organisait de grands débats au lycée, de grands débats rhétoriques pour ou contre Internet. Ou est-ce que Internet est une chance ou est-ce que c'est un danger? On est aujourd'hui, 25 ans plus tard, tout le monde a parfaitement intégré qu'Internet avait tout changé et avait transformé tous les aspects de notre vie. Mais pour autant, plus personne n'organiserait de débat aujourd'hui en se demandant pour ou contre Internet. Est-ce que Internet est une chance ou un danger? On a bien compris qu'Internet offrait des opportunités extraordinaires, recelait également un certain nombre de dangers en matière de cyberharcèlement, en matière de cyberterrorisme, en matière de protection de la vie privée, en matière de maintien des petits commerces, etc. Et on s'est dit, voilà, Internet est une donnée, voyons ensemble comment maximiser les bénéfices et comment limiter les dangers et les risques. Pour les migrations, c'est comme si on n'avait pas encore fait du tout ce saut culturel. On continue à considérer qu'on va pouvoir limiter les migrations. Et je pense que le défi véritable, c'est d'organiser les migrations. Et c'est ça, je dirais, une gauche de responsabilité, c'est une gauche qui accepte le caractère structurel des migrations et qui se dit comment allons-nous organiser les choses au mieux, y compris pour que l'effort soit davantage réparti sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est ce que l'Allemagne a réussi. Paradoxalement, Angela Merkel, à mon avis, a mené une vraie politique de gauche dans l'accueil des migrants et des réfugiés. Il y a beaucoup plus d'étrangers en Allemagne qu'il y en a en France, mais ils sont beaucoup mieux répartis sur le territoire. On reconnaît bien davantage l'apport qu'ils représentent, y compris culturellement, c'est-à-dire que, et ça tient évidemment aussi à l'histoire de l'Allemagne, mais il n'y a pas cette sorte de glorification permanente d'une histoire nationale dont ils ne font forcément pas partie. Et je dirais que l'Allemagne, que je connais bien pour y passer pas mal de temps, est bien davantage que la France capable de se poser la question de savoir où l'on veut aller plutôt que la question de savoir d'où l'on vient. Et la question d'où on vient en France est une question qui écrase souvent la question de savoir où on veut aller ensemble. Et le problème, c'est que la question de savoir d'où on vient est forcément une question qui est un peu excluante pour ceux qui ne viennent pas d'ici, qui ne participent pas, qui n'ont pas participé à cette sorte d'histoire commune. Mais par contre, la question de savoir où l'on veut aller ensemble est une question qui est très incluante pour les questions d'immigration. Et c'est-à-dire que la transcription de cette question en matière de politique scolaire ou de politique d'intégration, en Allemagne, a plutôt été une réussite, alors que tout le monde avait prédit qu'Angela Merkel échouerait sur ce truc, que c'était beaucoup trop de gens d'un coup, que l'opinion publique ne l'accepterait jamais. J'ai presque vu des gens qui se réjouissaient des quelques percées de l'extrême droite en Allemagne en disant « Ah ah ah, vous l'avez bien dit, on vous l'avait bien dit, Angela Merkel, que ça ne marcherait pas et que ça renforcerait l'extrême droite ». Quand on regarde les sondages d'opinion aujourd'hui, les Allemands approuvent à 85% l'attitude de l'Allemagne au moment de la crise des réfugiés et la manière dont a été réalisée l'intégration des migrants et des réfugiés, ce qui veut dire que c'est possible de le faire, c'est possible de l'organiser, y compris dans un pays qui a accueilli beaucoup plus d'étrangers que la France et dont la part d'étrangers dans la population totale est bien supérieure à celle de la France. Antoine, je me permets juste une relance sur ce que vous venez de dire, François. Les Allemands, ils ont quand même un effet d'opportunisme aussi, parce qu'ils ont une démographie qui va leur poser problème à terme. Et ils avaient aussi tout intérêt à bien accueillir leurs migrants, parce que dans quelques années, ils vont avoir une masse de personnes âgées beaucoup plus importante que de travailleurs. Donc, je pense aussi qu'ils ont pris en compte ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils en ont aussi besoin. Est-ce que… Ouais. Attention avec cet argument, parce qu'en réalité, tous les pays européens en ont besoin. La démographie allemande est dans un bien meilleur état que la démographie hongroise ou la démographie italienne, par exemple. C'est-à-dire que s'il fallait raisonner uniquement en termes d'intérêt démographique, la Hongrie aurait dû être le premier pays européen à se précipiter pour accueillir des migrants. Alors bien sûr, l'Allemagne y a intérêt,
mais j'ai envie de dire, c'est le cas de tous les pays européens, et notamment de la France. C'est-à-dire que même si la France a une démographie, disons, plus enviable que celle de la plupart de ses homologues européens, il y a d'énormes trous dans le marché du travail français pour laquelle l'accueil des migrants est souhaité. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, un médecin sur 5 est étranger, un maçon sur 3 est étranger, un joueur de football sur 2 en Ligue 1 est étranger. Et donc, il y a des segments du marché du travail qui ont aussi massivement recours à de la main-d'œuvre étrangère. Et à mon sens, l'argument démographique ou l'argument utilitariste ne peut pas à lui seul expliquer l'attitude de l'Allemagne, parce que, comme je l'ai dit, d'autres pays européens avaient une démographie encore dans un bien pire état que la démographie allemande. Et donc, l'argument, en réalité, est vrai, mais devrait pouvoir jouer sur l'ensemble des pays européens. Ouais, juste pour rebondir, et après je laisse les autres parler. Le problème, c'est qu'en en Hongrie, c'est quand même l'extrême droite, et eux, ils ont quand même. Là, on peut voir les limites de l'extrême droite au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision. On est vraiment sur du court-termiste. Que les Allemands, ils ont quand même une politique un peu plus raisonnable. Bien sûr, c'est un des. Le problème en France, c'est qu'on écoute très peu les discours d'Angela Merkel, parce que le problème, c'est que beaucoup de Français ne parlent pas allemand, et donc autant on s'extasie volontiers sur les discours de Barack Obama, parce que la plupart des Français peuvent les écouter dans la langue originale, les discours d'Angela Merkel sont rarement traduits. Or, on aurait vraiment intérêt à écouter les discours qu'elle a fait au moment de la crise des réfugiés, où elle explique effectivement sa vision de long terme, où elle explique notamment que cette crise des réfugiés, c'est le rendez-vous de l'Allemagne avec la mondialisation, où elle développe vraiment une vision de long terme pour l'Allemagne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui serait très, très intéressant à écouter et qui reste très peu connu dans le débat public français. Antoine? Alors, je voulais reprendre aussi sur ce que venait de dire M. Gémen. C'est sur la question des répartitions des migrants sur le territoire. Alors, le problème, c'est que c'est une politique qu'on a initiée il y a déjà 5 ans. Donc, bon, je voudrais savoir quels sont les problèmes qui font en sorte que ça marche peu ou pas, ou quelles solutions ou correctifs à apporter. Et par contre, un deuxième point, alors, vous aviez parlé pendant l'audition devant l'Assemblée nationale qu'il faudrait peut-être réfléchir à mettre en place des nouvelles voies de migration. Est-ce que vous avez une réflexion à faire sur ce sujet un peu plus concrète? Oui, sur les nouvelles voies de migration, je pense qu'un souci dans la manière dont on conçoit nos politiques d'immigration, c'est qu'on les conçoit souvent comme un sens unique. C'est-à-dire qu'on conçoit qu'une fois que les gens sont venus, ils ne vont plus pouvoir rentrer chez eux. Et en réalité, on a très, très peu de circulation migratoire. Ce qui fait qu'on a, et je pense ici par exemple aux migrants en situation irrégulière en France, beaucoup restent en France alors qu'ils n'ont plus revu leur famille depuis des mois ou des années, simplement parce qu'ils savent que s'ils quittent le territoire français, ils risquent bien de ne plus jamais pouvoir y revenir. Et donc, on a toute une série de migrations qui vont se fixer sur le territoire, un peu par la force des choses, parce que les gens ont peur de ne plus jamais pouvoir revenir s'ils retournaient chez eux. Et je dirais qu'une politique qui permettrait d'organiser davantage les migrations, à mon avis, permettrait bien davantage d'aller et retour, et qu'on pourrait mobiliser bien davantage une politique de visa, notamment de visa à entrée multiple ou de visa pour des séjours temporaires, qui permettent aux gens de revenir. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur le territoire en situation régulière sont arrivés avec un visa de court séjour à entrée unique, et simplement ils se sont dit on l'a eu une fois, on ne l'aura sans doute pas une autre fois, et donc on va rester sur le territoire à l'expiration de ce visa. On ne mobilise pas du tout les visas comme un instrument de politique publique. Et c'est souvent une politique, d'ailleurs qui n'est pas vraiment une politique, qui est strictement arbitraire et discrétionnaire à discrétion de l'ambassadeur ou du consul. Si on déployait cette question des visas comme une sorte d'outil politique, effectivement, on pourrait permettre davantage d'aller et venir, ce qui, d'une part, réduirait considérablement l'emprise des passeurs sur l'immigration, ce qui réduirait considérablement le problème de l'immigration
irrégulière en France, ce qui permettrait de dynamiser davantage l'économie, notamment en permettant à des gens de venir travailler dans certains secteurs en tension et en manque de main-d'œuvre à certains moments, puis de repartir chez eux avec l'argent qu'ils auraient gagné, et qui serait aussi utile en matière de migration forcée pour les gens qui fuient des guerres ou des violences et qui souvent n'ont pas d'autre choix que de payer des passeurs pour franchir une frontière dans des conditions incertaines et puis qui vont devoir risquer leur vie en Méditerranée. Si on débloquait davantage de visas humanitaires à partir des ambassades de France ou des ambassades européennes, on permettrait à ces gens d'arriver en avion et on réduirait d'une part les risques qu'ils prendraient et on réduirait évidemment l'emprise des passeurs sur les flux migratoires mondiaux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, je dirais, à partir des pays d'origine. Le problème, c'est que quand on considère le travail avec les pays d'origine ou les pays de transit, on considère toujours uniquement les gouvernements de ces pays et on ne considère pas du tout le rôle des ambassades françaises et européennes dans ces pays. On pourrait, par exemple, encore une autre idée qu'on pourrait proposer, je ne veux pas du tout faire une sorte de catalogue ici, mais on pourrait, par exemple, offrir la possibilité aux gens de demander l'asile auprès de l'ambassade, d'une ambassade européenne dans leur pays d'origine. Ce qui leur permettrait, s'ils obtiennent l'asile, de pouvoir venir avec un titre de séjour, de pouvoir venir en avion. Et s'ils n'obtiennent pas l'asile, eh bien, je pense qu'une partie d'entre eux ne prendrait plus le risque de venir en Europe parce qu'ils sauraient bien que s'ils viennent malgré tout, ils se retrouveraient dans une situation d'irrégularité et que quelque part, ils n'auraient pas la vie qu'ils ont pu rêver ou qu'ils ont pu imaginer. Alors, ça doit, et j'insiste beaucoup là-dessus, ça doit évidemment rester une possibilité et pas une obligation, parce qu'il y a toute une série de circonstances qui font que parfois, il sera impossible d'aller demander l'asile dans le pays de départ ou dans un pays traversé. Mais je pense que si on avait des règles plus claires et si on n'imposait pas aux gens de venir jusqu'en Europe pour demander l'asile, on réglerait déjà une bonne partie et du drame humanitaire en Méditerranée et des migrants en situation irrégulière sur le territoire et aussi de l'engorgement des procédures d'asile. Et donc souvent, on se refuse vraiment à être créatif et à proposer des choses nouvelles. Et sur la répartition sur le territoire? Sur la répartition sur le territoire, je pense qu'il faut adopter une politique comme l'a fait la chancelière allemande, c'est-à-dire de regarder effectivement quelles étaient les régions qui étaient prêtes à en accueillir, quitte parfois à l'imposer. Il faut, à mon sens, avoir au niveau français le même type de plan que celui que la Commission européenne avait envisagé à l'échelon européen et qui malheureusement était rejeté. Et je ne sais plus qui a dit ça, mais dans les communes rurales, et effectivement, moi aussi, j'ai de nombreuses expériences dans les communes rurales, l'accueil de migrants et de réfugiés se passe toujours très bien. Il y a toujours des réticences importantes au départ, il y a toujours des gens qui sont opposés, mais l'expérience que j'ai après 2 ou 3 ans d'accueil, c'est que ça s'est toujours très, très bien passé et que parfois, la commune d'accueil en a tiré des substantiels bénéfices, notamment en gardant telle classe ouverte dans des écoles ou en relançant tel club de football, etc. Il y a plein de petites histoires comme ça de réussite d'accueil et d'intégration qui ne sont pas du tout valorisées dans le débat public, qui insistent toujours sur les échecs et jamais sur les réussites. Mais ça montre bien qu'il y a bien une planification si justement il y a des expériences locales. Bien sûr. Alors, il y a certaines planifications qui existent, mais qui n'est pas du tout au niveau national. En gros, la planification, elle est faite par France Terre d'Asile en fonction de l'endroit où elle choisit d'ouvrir un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et donc, c'est vraiment une planification au cas par cas, sans véritablement une vision nationale. Et ça tient aussi beaucoup à la volonté de certains maires qui sont d'accord et qui ont une politique plus volontariste que d'autres là-dessus. Marc et Laurent. Marc puis Laurent. D'accord. Il n'y a pas le micro. Honneur à notre président d'abord. Ah ben non, mais oui, parce que si tu veux. On a choisi cette option-là aux engagés, en fait. C'est-à-dire qu'on dit c'est structurel, il faut accepter une migration assez importante, il faut l'organiser.
Donc, on a pondu un certain nombre de propositions qui sont inspirées en partie de ce qui s'est fait en Allemagne, de manière à mieux répartir les nouveaux arrivants sur le territoire et à faire des efforts d'intégration par la langue, par l'éducation, y compris l'instruction civique d'ailleurs, beaucoup plus importants qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais je trouve que ça me paraît juste, mais ça laisse quand même entière une question. C'est que, est-ce que la question du nombre global n'existe plus? Je veux dire par là, aujourd'hui, le fait que les frontières françaises soient relativement fermées, ouvertes, mais pas entièrement comme on veut, ça découle de l'application de règles. Ces règles sont connues, les gens viennent pour faire des études, ils viennent au titre du regroupement familial ou bien parce qu'ils sont réfugiés, ils viennent d'un pays où ils sont persécutés, maltraités, etc. Et ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories sont considérés comme des gens qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière, et donc qui sont soumis au risque d'être expulsés. Est-ce qu'on peut imaginer un système dans lequel ces règles disparaissent? Bon, je ne le pense pas. Ce qui reviendrait à instaurer une sorte de loi nouvelle qui est le droit d'installation. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez franchir la frontière, mais enfin, une fois que vous êtes là, vous pouvez vous installer comme vous voulez. C'est un droit qui n'existe nulle part. Alors, est-ce qu'on peut le faire en France? À mon avis, ce serait souhaitable dans l'idéal, ça me paraît impossible. Et donc, de toute manière, on sera obligé d'édicter des règles, c'est-à-dire de mettre une limite. Et comme probablement le nombre de gens qui vont venir sera supérieur au nombre de gens qui sont soumis aux règles, la question de l'expulsion se posera quoi qu'il arrive, à un niveau bas ou à un niveau élevé, mais de toute manière, il y en aura toujours. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, parce que vous avez dit la Nouvelle-Zélande a des règles beaucoup plus libérales que les nôtres, mais comme c'est très difficile d'y aller parce que c'est une île, et puis c'est un petit pays qui est moins attractif, je suppose, du coup, les gens ne viennent pas. Mais d'accord, mais ça prouve que quand il y a des difficultés, ils ne viennent pas. Si ce n'était pas une île, peut-être qu'ils viendraient. Et c'est pareil en France. S'il n'y avait pas de règles ou s'il y avait le droit d'installation, ben, ils viendraient plus, par définition. Et donc, comment résoudre cette question? Alors, d'autant plus que ça pose un problème de principe. C'est-à-dire, il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Il y a une loi sur les réfugiés qui dit quand vous êtes réfugié, vous êtes admis au statut, on examine, vous avez le droit d'appel, etc. Mais si à la fin, on considère que vous n'êtes pas réfugié, vous devez repartir. Mais quel autre système? Comment on peut éviter ça? Il y a bien un moment où on dit vous rentrez, vous ne rentrez pas. Et ça devient désagréable. Je crains qu'on soit dans un dossier dans lequel il n'y a pas de solution agréable. Soit vous fermez complètement, alors ça c'est limite autoritaire, fascisant, etc. Mais comme vous ne pouvez pas ouvrir entièrement, il y a un moment où il y a une limite. Et cette limite suppose une intervention d'autorité de l'État en fonction des lois, évidemment, avec toutes les garanties de droit. Mais ça suppose ça. Comment vous réagissez à cette... Parce que c'est la réflexion qu'on se fait en regardant le dossier sans préjugés, plutôt avec un préjugé vers l'ouverture. Moi, j'ai dirigé des journaux qui ont plaidé pour l'ouverture depuis 30 ans. Mais quand on regarde bien le système, il y a un moment où il y aura une limite, et ce moment est désagréable. Alors, plusieurs choses ici. Est-ce que je peux oui, bien sûr, allez-y. Prolonger le propos de notre président pour que François réponde globalement. Un, sur l'expérience allemande, je crois que le propos de François, le récit de François Gemène devrait être plus nuancé. Il ne faut pas se contenter de ce qui s'est passé en 2015-2016 et bien voir que la CDU n'a tenu le choc et prépare les prochaines élections avec l'audience d'Angela Merkel que parce qu'ils ont promis aux Allemands qu'ils ne recommenceraient plus, que l'expérience syrienne, c'était une fois à cause des circonstances, et comme je le disais dans le chat, l'illustration, c'est qu'actuellement, il y a une politique allemande systématique de reflux d'une partie de cette population, notamment afghane, qu'on retrouve en France dans le cadre de la mauvaise gestion de Dublin. Quant à la Nouvelle-Zélande, je crois que le récit doit être également
un peu plus nuancée. C'est vrai qu'ils ont une politique d'accueil civilisé autour de leur réseau consulaire, mais que pour le reste, leur accueil illégal est à peu près aussi sévère que celui de leurs voisins australiens. Et donc la culture de ce point de vue-là est autant à l'exclusion. Deuxième interrogation, toujours dans le prolongement du propos de Laurent, j'ai de la peine à comprendre en quoi l'organisation d'un flux consulaire civilisé avec le visa migratoire qui permet d'aller et venir, qui ne servirait qu'aux plus aisés, réduirait pour autant la pression de la misère sahélienne chez nous, d'Amérique centrale, sur le quadriennat de Biden, ou ne conduirait pas, au contraire, à travers un instant de votre raisonnement, à l'aggraver. Quant à l'idée que nous poussons dans le mouvement de la répartition un peu fléchée, un peu autoritaire de la population que le droit international nous conduirait à accepter vers les territoires où il y aurait de la place et où les populations en veulent encore moins qu'ailleurs. Le rejet des populations rurales vis-à-vis des migrations est électoralement encore plus brutal que celui des populations urbaines. Comment organise-t-on sa compatibilité avec le droit français de la liberté d'aller et venir, tant que, et c'était la question de Laurent, on n'a pas maîtrisé le droit et la capacité à ne pas garder, c'est-à-dire, employons un mot violent et difficile, expulser ceux dont on n'a pas reconnu la légitimité au regard des traités internationaux à rester après qu'ils aient réussi à franchir le filtre. Alors, attention ici, je ne suis pas du tout en train d'ériger certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou comme l'Allemagne en modèle. Je signale simplement certaines expériences pour montrer qu'effectivement, il y a certains pays qui, à certains moments, ont fait des choses différentes ou ont pris le problème par un autre biais et qu'il peut y avoir matière à inspiration. Je reconnais évidemment, d'abord, et je pense que c'est la première chose à dire, que c'est un problème complexe et que personne n'a de recette miracle ou de formule magique pour résoudre d'un seul coup la question et que tous ceux qui prétendraient que telle ou telle mesure aurait un effet miraculeux sur la question, à mon avis, sont des charlatans ou sont des populistes. Et qu'effectivement, il y a, mais c'est le cas dans toute politique, il y a parfois un certain nombre de mesures qui sont plus difficiles à prendre que d'autres. Mais soyons clairs, c'est le cas dans toute politique. Dans une politique climatique de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposera aussi parfois certaines contraintes ou certains sacrifices. Même une politique généreuse de sécurité sociale impose à certains moments de limiter le taux de remboursement ou de lutter contre la fraude. Et donc, c'est le cas de toutes les politiques. Il n'y a pas de raison qu'une politique d'asile ou d'immigration échappe à ces contraintes, échappe à ces difficultés. Je pense que sur la question du nombre, le nombre va rester. C'est-à-dire que je pense que nous devons avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a peu de choses que nous puissions faire pour limiter le nombre de gens qui voudraient venir en Europe et en France. Parce que ce nombre dépend de facteurs qui sont largement exogènes à la politique française. Ce nombre dépend des régimes dictatoriaux ou autoritaires dans les pays du Sud, ce nombre dépend des inégalités mondiales, ce nombre dépend des catastrophes naturelles et des dérèglements climatiques. Et donc, il y a des choses qu'on puisse faire sur le long terme avec des politiques de développement, des politiques étrangères, etc. Mais globalement, ce n'est pas, et ça c'est difficile à admettre, mais c'est pourtant une réalité, ce n'est pas la politique d'asile ou d'immigration de la France qui va déterminer le nombre de gens qui veulent venir en France. Ce nombre reste une donnée
fixe et c'est un nombre qui va rester important au cours des années futures, qui peut-être diminuera d'ici 20 ou 30 ans si on parvient efficacement à réduire les inégalités dans le monde ou le nombre de régimes autoritaires et dictatoriaux, mais qui pour les prochaines années va rester un nombre important. Même si l'on appliquait une politique de fermeture stricte des frontières, il faut se rendre compte que les gens viendraient quand même. Ils viendraient par d'autres biais, ils dépenseraient plus d'argent auprès des passeurs, ils viendraient dans de moins bonnes conditions, mais ça n'aurait qu'un impact très, très limité sur le nombre de gens qui viendraient. Et donc, même si vous pouvez, quelque part, adopter une politique de fermeté pour plaire à un certain électorat ou pour faire semblant que vous prenez le problème à bras-le-corps, dans la réalité des faits, ça ne va pas changer grand-chose au nombre de personnes qui arrivent. Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens? Pardon? Est-ce que c'est vrai dans l'autre sens? Parce que j'entends bien, si on ferme tout, on va peut-être réduire, mais on ne va pas. En plus, c'est une politique dont on ne veut pas, qui est celle de l'extrême droite. En fait. Oui, mais ici je me place sur un registre strictement si pragmatique, c'est-à-dire que je place les considérations morales et éthiques à part. À l'inverse, si on ouvre totalement, est-ce qu'il n'y aura pas plus de gens? Ça n'aurait aussi qu'un impact tout à fait marginal. C'est-à-dire que vous auriez une première arrivée plus massive effectivement de gens qui sont massés à la frontière et qui arriveraient, et qui seraient compensés à l'inverse par toute une série de gens qui sont en situation régulière et qui profiteraient de l'opportunité pour retourner chez eux, voir leur famille. Mais donc les études qu'on a faites montrent que sur le moyen et le long terme, ça n'aurait pas d'impact significatif sur le nombre de personnes qui viendraient. On peut trouver toute une série d'exemples historiques, y compris au moment de la création de l'espace Schengen en Europe, quand les pays du Sud, quand on a créé l'espace Schengen, il n'y a pas eu de migration massive des pays du Sud de l'Europe vers le nord de l'Europe. Quand les pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint Schengen, Bucarest ne s'est pas vidé de ses habitants au profit de Stockholm, par exemple. Et donc, on voit que même les exemples historiques d'ouverture ou de fermeture des frontières n'ont pas abouti à des déplacements massifs de population d'un endroit vers l'autre, parce que la plupart des gens souhaitent rester chez eux. Je vous donne juste un autre exemple extra-européen. La frontière entre l'Inde et le Népal est parfaitement ouverte depuis 1950 et le traité de paix entre les deux pays. Le Népal est un des pays les plus pauvres du monde. L'Inde, par contre, est un pays qui a un développement rapide, notamment dans sa partie septentrionale. Pour autant, le nombre d'Indiens installés au Népal reste beaucoup plus important que le nombre de Népalais installés en Inde. Et donc, on n'a pas eu du tout de déplacement massif entre les deux. Cela étant dit, je reviens à votre question de départ qui est que faire? Je pense que, d'une part, il ne faut pas aborder le problème sous l'angle strictement français. C'est-à-dire que toute politique d'asile et d'immigration qui ne serait pas aussi une politique européenne est condamnée à échouer. La plupart des gens ne veulent pas spécifiquement venir en France, ils veulent venir en Europe. Et donc, si on ne remet pas la question à l'agenda européen et si on ne trouve pas une solution européenne, tant qu'on restera dans une optique franco-française, on sera condamné à échouer. Et si tous les pays font de même, on restera dans une logique délétère européenne où chacun essaye de filer le problème à son voisin et va reporter sur son voisin ceux qu'il ne veut pas accueillir chez lui. Deuxième problème, deuxième enjeu, c'est d'avoir non seulement une vraie politique d'asile, mais aussi une politique d'immigration. Aujourd'hui, quand on prétend travailler sur l'asile et l'immigration, en réalité, très souvent, on ne travaille que sur l'asile. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une procédure d'asile qui est dévoyée, qui n'est plus un instrument humanitaire, protection humanitaire efficace et qui est devenu de plus en plus un instrument de gestion des migrations. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'on a réduit considérablement les possibilités d'immigration légale sur le territoire, ce qui fait que tous ceux qui voudraient venir quand même, pour quelque motif que ce soit, sont contraints de passer par la procédure d'asile. Et donc, on a aujourd'hui une procédure d'asile qui se trouve engorgée avec des délais qui sont beaucoup plus bien rallongés. On se trouve aujourd'hui aussi avec toute une série de gens qui devraient obtenir l'asile parce qu'ils sont persécutés, mais qui ne parviennent plus à l'obtenir.
Et on se retrouve bien sûr avec une procédure qui va produire énormément d'illégalité et qui va mettre énormément de gens en situation irrégulière qu'on ne parvient plus guère à expulser après. On n'y parvient pas et la France a un des taux de réalisation des expulsions les plus faibles en Europe, avec un taux autour de 14-15%. À titre de comparaison, ce taux en Allemagne est de 89%. Pourquoi est-ce que la France parvient si peu, si mal à expulser les gens? D'abord pour une raison pratique. Je dis d'abord, c'est dans l'ordre dans lequel je le cite, ça n'a pas de magnitude d'importance. D'abord parce que l'expulsion en France coûte extraordinairement cher, environ 14 000 € par expulsion, c'est-à-dire que vous dépensez pour expulser une personne environ 6 mois de salaire moyen des Français. Et pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Notamment parce que la France est très timide concernant les retours aidés. Les retours aidés, c'est quoi? C'est que vous allez donner un petit pécule aux gens, que vous allez leur payer le billet d'avion retour et que vous allez en quelque sorte avoir des retours volontaires où les gens acceptent de rentrer chez eux, à condition que vous leur donniez un petit pécule qui leur permette de rebondir et qui leur permette de faire en sorte que leur migration ne soit pas un échec complet quand ils rentrent. L'Allemagne les pratique bien davantage. Un retour aidé, ça coûte environ 4 000 € par personne et ça produit de meilleurs résultats. Mais pour des raisons qui sont largement symboliques et principielles, la France reste très, très timide sur la question des retours aidés. Deuxième raison qui fait que les expulsions en France sont si difficiles, c'est-à-dire que cet engorgement de la procédure d'asile et le fait que les délais sont rallongés fait que pour beaucoup de gens, l'obligation de quitter le territoire arrive après 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois plus, de présence sur le territoire et qu'on se trouve souvent avec des cas à la Leonarda, qui est un exemple, c'est-à-dire où il y a des enfants qui sont nés, qui sont scolarisés, il y a une vie sociale qui a été développée. Et donc, c'est parfois extrêmement difficile pour des raisons humaines et en raison des attaches sur le territoire de procéder à l'expulsion. Il est certain que ça serait beaucoup plus facile si la demande d'asile était traitée en quelques semaines ou quelques mois, et à ce moment-là, qu'il n'y aurait pas eu ces attaches et ces enfants sur le territoire, et si on concevait aussi qu'on recourt davantage aux retours aidés qui, je le rappelle, sont beaucoup moins chers. Et donc, effectivement, on a pour le moment une politique d'expulsion en France qui, effectivement, n'est appliquée que dans une très petite minorité de cas et avec un gros prix financier et parfois un gros prix politique. Par contre, je pense ce qu'il faudrait faire, en plus d'avoir une vraie politique d'immigration, c'est-à-dire de se dire, tiens, quels sont, par exemple, certains secteurs en tension où on pourrait faire venir des gens, y compris pour du travail saisonnier, ce serait d'avoir une vraie politique d'intégration. Je pense que ce qui dérange davantage les gens, plutôt que le nombre d'étrangers dans l'absolu, c'est d'avoir ces quartiers ghettos, c'est d'avoir ces écoles ghettos, c'est d'avoir des étrangers qui se trouvent désœuvrés parce qu'ils ne sont pas intégrés sur le marché du travail. Et je pense que si on avait une vraie politique d'intégration qui passe notamment par une politique beaucoup plus active de lutte contre les discriminations, on pourrait faire des progrès tout à fait importants. Il y a d'autres questions ou... Mais s'agissant des politiques d'intégration, je vais prendre un exemple qu'on m'a donné. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il y a à peu près 2 millions de gens qui demandent des logements sociaux en France. Or, ils n'en ont pas parce qu'on n'en construit pas assez. Mais bon, ça coûte cher aussi. Et ce n'est pas facile, quoi. Comment est-ce qu'on peut gérer ça tout en disant, bon, on va prendre plus de gens, on va les loger, on va les intégrer, alors qu'il y en a déjà 2 millions en France qui résidents, ce n'est pas forcément les Français, hein, des résidents quoi, qui demandent un logement et qui ne l'ont pas. Il y a d'abord, parmi les gens qui demandent des logements sociaux, il n'y a pas uniquement des étrangers, il y a beaucoup de Français qui demandent aussi des logements sociaux. Bien sûr, oui. Et j'avoue que je n'ai pas la répartition entre les étrangers et les Français qui demandent des logements sociaux. Et les gens qui font des demandes de logements sociaux ne le font pas tous parce qu'ils n'ont pas du tout de logement. Certains cherchent
légitimement à pouvoir faire des économies de logement. Et j'ai envie de dire, puisque c'est une option qui existe, on voit mal pourquoi les gens n'y auraient pas recours. Et donc, à mon avis, ce n'est pas tellement un problème de logement, c'est plutôt une question de répartition sur le territoire. C'est une question de politique de logement plutôt qu'une question de nombre de logements dans l'absolu. Non, François, on ne peut pas nier qu'il y a en France un déficit massif de logements pour accueillir la population, indépendamment de la population qui veut bouger. Je ne nie pas non plus, mais je ne pense pas du tout que ce soit un problème de politique d'asile et d'immigration. La politique de logement, à mon avis, n'est pas juste liée à la politique d'asile et d'immigration. C'est un problème structurel qui concerne l'ensemble de la population, pas spécifiquement les étrangers. Non. Si on rajoute quelques centaines de milliers de personnes, c'est quelques centaines de milliers de logements qu'il faut construire en plus que de rattraper déjà le déficit par rapport à ceux qui ne sont pas logés. Bien sûr, mais qu'est-ce qui nous empêche de les construire? Il faut tout simplement beaucoup plus d'argent pour les écoles, les logements, et ensuite se poser la question insupportable, à mon sens, du propos que vous avez tenu sur les emplois en tension ou difficiles à pourvoir, qui ne sont que l'effet d'une politique patronale qui veut contourner le droit du travail. Si on applique le droit du travail et qu'on rémunère les gens à l'état du marché du travail, il n'y aura pas besoin de la population d'origine étrangère pour occuper ces secteurs. Donc la justification migratoire peut être de générosité, de droit international, elle ne peut en aucune manière être une justification par l'emploi. Mais ça, sauf avoir une logique de négrier. C'est la grande hypocrisie par rapport aux travailleurs en situation irrégulière. Le premier employeur de sans-papiers, c'est l'État. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait en France une population de sans-papiers importante qui pourra être payée en dessous des salaires légaux, sans aucune protection sociale. Et toute une série de secteurs de l'économie reposent très largement sur cette main-d'œuvre en situation irrégulière. C'est le cas des secteurs de la surveillance et de la sécurité, du gardiennage, c'est le cas des services de nettoyage, c'est le cas des services d'aide à la personne, c'est le cas de la restauration, c'est le cas des services de nettoyage et d'entretien, c'est le cas du secteur de la construction. Il y a facilement une dizaine de secteurs économiques en France qui s'écouleraient sans main-d'œuvre irrégulière. Je vous raconte simplement l'anecdote de l'ancien ministre de l'immigration de David Cameron. Ce monsieur avait fait toute sa campagne sur la lutte contre l'immigration irrégulière, y compris avec des campagnes tapageuses qui faisaient défiler des sortes de camions dans les villes et villages d'Angleterre en disant « Attention les sans-papiers, la police est à vos trousses et si vous ne rentrez pas chez vous, on va vous y ramener ». Et ce type a dû démissionner quand les tabloïds ont révélé que la nounou de ses enfants et que sa femme de ménage étaient toutes les deux des migrantes philippines en situation irrégulière. C'est la très, très grande hypocrisie par rapport aux travailleurs en situation régulière, c'est que l'économie a absolument besoin de cette main-d'œuvre en l'état actuel des choses. En aucune manière, il suffit d'ajuster le marché du travail pour payer ces professions que vous avez très bien énumérées à leur vrai prix. Au nom de quoi nous devrions avoir une économie qui reposerait sur un certain nombre d'emplois au demeurant peu exposés à la concurrence internationale, qui seraient sous-payés parce qu'il y a un volant d'ajustement venant de la migration. Non, je dis que c'est le cas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une situation idéale, mais c'est la réalité aujourd'hui. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autre solution il y a une solution qui consiste à rétablir le droit du travail et un vrai équilibre du marché du travail sur ces secteurs qui sont, en plus de ça, non exposés à la concurrence. Il suffit de payer et il n'y aura plus besoin, indépendamment de l'enjeu humanitaire migratoire, de populations issues de l'immigration pour les pourvoir. Déjà, avec nos jeunes qui n'ont pas de boulot, quelles que soient leurs origines, il y a largement de quoi les Mais pourvoir attendez. Et de supprimer l'économie clandestine. Mais les immigrés qui arrivent aujourd'hui en France sont en moyenne 2 fois plus diplômés que les Français. Hein? Ils occupent ces boulots simplement parce que ce sont les seuls qu'on leur propose et que ce sont des boulots qui ne sont pas pourvus par les Français.
Mais Ce si on regarde chiffre le n'est pas taux… établi. Pardon? Je conteste formellement ce chiffre sur la qualification de la population actuellement en situation irrégulière. Je ne vous parle pas des gens qui sont en situation irrégulière, je vous parle des migrants qui arrivent pour le moment. Les migrants qui arrivent sur le marché du travail et en France sont en moyenne 2 fois plus diplômés que les Français. C'est-à-dire que ceux qui arrivent en situation irrégulière, évidemment, sont diplômés puisque c'est la condition de l'accueil. Donc, c'est un raisonnement biaisé. Non, je parle de l'ensemble des gens qui arrivent. Mais donc, ceux qui arrivent en situation irrégulière sont massivement non qualifiés. Attendez, vous dites n'importe quoi. Là. Les gens n'arrivent pas en situation irrégulière. Les gens se retrouvent en situation régulière. La majorité des gens qui se trouvent en situation irrégulière en France sont entrés par des moyens parfaitement légaux. Et on a même le droit, si c'est pour demander l'asile, de franchir une frontière de façon irrégulière. Donc, il n'y a pas d'arrivée irrégulière. C'est les gens qui se trouvent par la suite dans des situations régulières. Et donc, il y a ceux qui viennent avec un contrat de travail, etc. Par construction, c'est… Ceux qui viennent avec un contrat de travail, c'est une toute petite minorité, hein, c'est 13% de l'immigration. Eh bien, c'est ceux-là qui sont qualifiés. La masse des autres qui rentrent, alors effectivement, avec la précision juridique que vous avez rappelée et qui est juste, et qui se maintiennent dans l'irrégularité, sont massivement des populations non qualifiées. Non, ce sont des populations qui sont plus diplômées que les Français. C'est faux. Ben, écoutez, je vous enverrai les chiffres, mais ça ne sert à rien de dire… Voilà. Oui, là, je vous enverrai les chiffres de l'INSEE, mais… C'est symétrique. On regardera vos chiffres et on regardera les autres. On ne va pas trancher ce point aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Parce que là, le temps passe, là, il est 10h05. Vous avez déjà pris 1h30, c'est beaucoup. Ralph, pour la dernière alors? Oui, c'est pas une question, mais d'abord remercier Monsieur François Gemène. Mais je souscris à la plupart de ses propos franco-français, ses constats, je vais dire, franco-français, mais j'ai plus une pensée pour la jeunesse de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai d'ailleurs apprécié le papier de Céline Mussato dans le Nouvel Obs qui parlait d'une jeunesse naufragée. Et j'ai une pensée pour cette jeunesse parce qu'il est vrai que pour la plupart, ils se sont déjà morts dans leur pays d'origine, pour la plupart qui s'en vont, désespérés, parce que l'espoir n'est plus permis. Donc, moi, j'ai une pensée parce que je voyage souvent sur le continent et je sais que ceux avec qui j'ai grandi, pour la plupart, qui ne nourrissent plus l'espoir d'y rester parce que soit ils sont sous un régime dictatorial, ça vous l'avez soulevé tout à l'heure, et puis aussi ceux qui sont complètement désespérés aussi de ne pas avoir un travail après une qualification, après un parcours scolaire exemplaire et qui se retrouvent dans une misère totale. Donc j'ai une pensée pour cette jeunesse-là et j'aimerais vraiment que la gauche, quand elle sera au pouvoir, se mobilise pour non seulement trouver des solutions ici, en France aussi, mais les aider à transformer leur vie aussi dans leur pays d'origine avec une vraie politique de partenariat avec ces pays de départ. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt pour compléter ce que disait M. François Gemène, et puis dire aussi que tant qu'il y aura cette misère dans ces pays de départ, ben, écoutez, quelles que soient les frontières fermées, les jeunes partiront à tout prix, parce qu'ils se sentent pour la plupart déjà morts chez eux. Voilà, c'était juste pour apporter cet élément. Oui, oui. Voilà. Oui, Je veux bien dire un mot si c'est possible. Oui. Allez. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai beaucoup de problèmes avec ma connexion là tout de suite. Alors, Linda Bouifou, moi je voulais intervenir d'abord en tant que citoyenne et personne de terrain, et notamment sur la question des qualifications des personnes migrantes, et je voulais aller dans ce sens, justement par rapport à l'intervenant, où moi je vais vous donner juste un indicateur très simple, qui n'est pas celui des chiffres ou autre, celui par exemple, si vous prenez le niveau des cours FLE, français langue étrangère en France, et le basculement actuel du one-to-one. Ça veut dire qu'autrefois, on proposait des cours de groupe collectif
Aujourd'hui, c'est ridicule parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on s'est rendu compte que dans les cours de FLE, français langue étrangère, la masse des personnes qui viennent apprendre le français, et je dis bien apprendre le français, comme si vous et moi allions apprendre une langue étrangère, étaient en fait traitées très souvent comme des analphabètes alors qu'elles ont des diplômes de niveau licence, master et voire plus. Et j'ai eu un épisode professionnel original ces dernières semaines, en fait, où j'ai accepté un poste qui n'est pas du tout dans mon profil. C'est celui de conseillère en évolution professionnelle. Et je peux vous dire que nos aides-soignantes, nos auxiliaires de vie aujourd'hui sont des femmes qui viennent de l'étranger, qui ont des bacs +5 en fait, qu'elles soient en communication, ingénierie ou autre. Et aujourd'hui, elles se retrouvent à faire ça parce que c'est ce qui recrute. Ce sont les métiers en tension en France et qui recrutent. Donc, c'est peut-être un peu à votre attention, monsieur Marc Wolf, parce que j'ai été un peu étonné que vous soyez décalé avec la réalité du terrain. Je suis allé sortir les chiffres des diplômes pour mettre tout le monde d'accord. Si on considère les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, si l'on considère tout l'ensemble des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne en France actuellement, c'est-à-dire y compris ceux qui sont arrivés dans les années 60 et ceux qui sont arrivés plus récemment, on a un taux de diplôme à Bac+2 qui s'établit à 18,3% des immigrés. Parmi ceux qui sont arrivés à partir de 1998, ce taux monte à 33%. Et si on ne prend que ceux qui sont arrivés après 2017, ce taux monte à 42%. Ça veut dire que plus les immigrés sont arrivés récemment, plus ils sont diplômés. Et ici, par diplôme d'études supérieures, on considère Bac+2. Ça veut dire que donc, parmi les immigrés récents après 2017, on a un taux de diplôme supérieur qui est à peu près 2 fois supérieur à celui des Français. Après 2017, on a fermé la frontière. Mais oui, mais justement, toute mon intervention expliquait que vous fermiez ou que vous ouvriez, les gens venaient quand même. Plus ou moins facilement, Attendez, c'est ce qu'a démontré. Faites pas trop de dialogue, parce qu'en plus, on arrive au bout, là. Ça a duré beaucoup. François, vous voulez peut-être donner une petite conclusion finale Non, pas spécialement, simplement pour dire, et pour reprendre l'aspect structurel, de dire que plus nous parviendrons à quelque part avoir le courage et la responsabilité d'organiser ces flux, en sortant parfois, je crois, des jugements éthiques ou moraux, j'ai envie de dire qu'on soit favorable ou défavorable à l'immigration, ça ne change rien à l'affaire. Je crois que l'enjeu, c'est avant tout d'essayer d'organiser les choses pour que ça se passe au mieux et que même ceux qui sont hostiles à l'immigration, et on a le droit après tout d'être hostile à l'immigration sans forcément être raciste, ont intérêt à ce que ça se passe au mieux. Et je crois que véritablement, c'est ça l'enjeu pour la gauche, c'est de tenir ce discours qui est de dire il faut essayer d'organiser les choses. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une série de choses que l'on peut faire mieux ou différemment. Et je pense refuser de se laisser enfermer dans certains dogmes ou dans certaines idées reçues. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire mieux ou différemment, y compris en France. Mais comme je dis, si on ne le fait qu'en France, on risquera malheureusement d'échouer parce que c'est au niveau européen que ça va se jouer. Très bien. Ben, merci beaucoup de votre patience et de vos efforts pour nous. Avec plaisir. Comment? Je dis avec plaisir, j'espère que ça aurait été utile. Bon, ben, merci à tous. Et puis, encore une fois, tous nos remerciements à François qui a fait un exposé tout à fait clair et à beaucoup d'égards convaincant. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée Merci. à tous et à toutes. À bientôt. Merci François. Au revoir. À bientôt. Je vous envoie un email dans la matinée, François. Très volontiers. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.